Dans l'exercice numéro 5 du TD de physique 10, il était question d'un bloc de pierre dont la masse était fournie, dont on vous disait qu'il était immobile sur un plan incliné d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. Donc l'angle bêta est dessiné ici, le bloc de pierre à cet endroit. Et on vous donnait le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique, comme quoi ils valaient tous les deux 0,40. En réalité, le coefficient de frottement dynamique est généralement inférieur, mais de très peu au coefficient de frottement statique, ce qui permet de réaliser cette approximation. Les lois de Coulomb, elles, sont rappelées en début de TD dans le cadre qui est présenté ici. Donc, ce qu'on vous demandait dans cet exercice, c'était, dans un premier temps, de déterminer l'expression des normes Rn et Rt des composantes de la réaction du support en fonction de la masse du système, de bêta, qui est l'angle d'inclinaison du plan incliné, et de G, l'intensité de la pesanteur. Donc, le mot-clé là-dedans, c'est l'immobilité du bloc de pierre. Et comme à chaque fois, il faut présenter le système, le référentiel et faire un bilan des forces. C'est ce que j'ai fait ici dans cette présentation. Le système étant le bloc de pierre, un référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Et les forces classiques qu'on rencontre, qui sont le poids P du système, alors, toutes les forces ici vont être représentées au centre d'inertie du système pour une question de praticité. Donc, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'orientation de celle-ci. Le poids P, donc, est quoi qu'il arrive vertical, orienté vers le bas. Donc, c'est cette flèche qui est représentée ici. On a également donc la réaction normale du support qui, par définition, est perpendiculaire au support et orientée du sol vers le système, donc orientée vers le haut ici, donc de la même orientation que l'axe OY, perpendiculaire à la pente. Et enfin, la réaction tangentielle du support, qui, elle, va être orientée par définition tangente au support, donc selon l'axe OX, mais de sens opposé à l'axe OX, puisque finalement, cette force s'oppose à la mise en mouvement du système qui, s'il devait bouger, dévalerait la pente vers la gauche, donc la réaction tangentielle est orientée vers la droite. Euh, Par rapport à ces orientations qui vous sont imposées, donc des axes OX et OY qui sont déjà imposés, un axe OY qui est vertical, enfin qui est orthogonal à la pente et orienté vers le haut, et un axe OX qui est selon la pente mais descendante. Ce qui peut être pas mal, c'est que par rapport à ces trois vecteurs force, d'indiquer tout de suite les coordonnées Px et Py du poids, Rnx, Rny de la réaction normale et Rtx, Rty de la réaction tangentielle du sol. Sachant que pour le poids, il y a une petite particularité qu'on a déjà vue quand il y a un plan incliné, c'est que l'angle bêta qui est représenté ici, qui est l'angle que fait la pente par rapport à l'horizontale, on le retrouve dans cette situation ici, entre le vecteur poids et l'axe Y, c'est ce petit angle qui est ici, qu'on peut retrouver et qu'on peut représenter donc ici. Donc si on s'intéresse à Px et à Py pour commencer, bien, Px et Py, ce sont les composantes du vecteur poids, c'est-à-dire qu'on se demande pour dessiner le vecteur poids, de quelle quantité, dans quel sens je me déplace selon OX et selon OY. Donc pour dessiner le vecteur poids, on voit bien que je pars de l'origine du poids qui est ici, et je descends selon l'axe OY alors que OY monte, et ensuite je me déplace vers la gauche, donc comme selon l'axe OX pour me déplacer selon l'axe OX. C'est-à-dire que PY va être de signe négatif puisque je descends selon l'axe Y alors que l'axe Y est orienté vers le haut. Par contre, Px ici sera positif car on voit bien que le mouvement que j'imprime pour dessiner cette composante Px, c'est un mouvement qui est orienté comme l'axe X. Donc Px lui sera positif. Maintenant, si on raisonne comme habituellement, on voit que Px, c'est le côté opposé à l'angle bêta. P, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, ce qui fait qu'on peut écrire que Px, côté opposé sur hypoténuse, donc P, est égal à sinus bêta. Et donc, si je reformule, ça donne bien Px est égal à P fois sinus bêta. Concernant Py, hein, c'est le côté adjacent à l'angle bêta. P est toujours l'hypoténuse, donc en valeur absolue, Py sur P, c'est côté adjacent sur hypoténuse, ça nous donne un cosinus bêta.
ce qui, si on reformule, conduit à PY est égal à P cosinus bêta, auquel je rajoute un signe moins, puisque PY, comme on l'a dit, doit être de signe négatif. Concernant Rnx et Rny, je vois qu'ici, il y a une petite erreur qui s'est glissée que vous allez donc pouvoir modifier. Rnx est nul, puisque pour dessiner le vecteur Rn, eh bien, je ne me déplace pas du tout selon l'axe X pour dessiner le vecteur Rn. Je ne me déplace que selon l'axe Y, donc Rnx est nul. Ça, c'est tout à fait juste. Par contre, là où vous constatez une petite erreur, c'est pour Rny, qui n'est pas nul, puisque pour dessiner le vecteur Rn, je me déplace selon l'axe OY. Donc, si on doit modifier quelque chose, et il faut le modifier, Rny n'est pas nul et c'est égal à Rn. C'est la valeur de Rn, c'est la norme Rn. Pas plus, pas moins, il n'y a pas d'angle bêta à prendre en compte. Donc, Rny, il faut bien marquer ici que ça vaut Rn. Concernant Rt, Rt, eh bien, je me déplace uniquement selon l'axe X pour dessiner le vecteur Rt, ce qui indique donc que Rty sera nul. Je ne me déplace pas selon l'axe OY pour dessiner Rt. Par contre, Rtx donc n'est pas nul, mais comme pour dessiner le vecteur Rt, je me déplace dans le sens opposé de l'axe OX, j'en déduis donc que Rtx sera de signe négatif. L'abscisse du vecteur Rt vaut donc moins Rt, l'opposé de la norme Rt. Donc ici, on modifie bien, Rny est égal à Rn. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, comme je disais, dans l'énoncé, le mot-clé, c'est de dire que le bloc de pierre est immobile. S'il est immobile, la première loi de Newton s'applique, on est dans un référentiel galiléen, ce qui fait qu'on peut donc écrire que, d'après la première loi de Newton, la somme des trois vecteurs force est nulle. Si la somme des trois vecteurs force est nulle, eh bien, la projection sur X indique que la somme des coordonnées de chacun des vecteurs sera également nulle, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur poids plus l'abscisse du vecteur Rn plus l'abscisse du vecteur Rt sera égale à une valeur nulle. C'est ce que j'ai mentionné ici. Px plus Rnx plus Rtx est égal à 0. D'où l'intérêt d'avoir au préalable exprimé les coordonnées des vecteurs dans le repère d'axe OX, OY, puisque Px, on a dit que c'était P fois sinus bêta, Rnx, c'est 0, Rtx, c'est moins Rt, c'est ce que j'ai mentionné ici, ce qui permet d'avoir l'expression de Rt. Rt sera égal à P fois sinus bêta, c'est-à-dire à mg fois sinus bêta. Concernant la projection sur l'axe OY, elle conduira à dire que l'ordonnée du vecteur poids PY plus l'ordonnée du vecteur Rn, donc Rny, plus l'ordonnée du vecteur Rt, donc Rty, est égale à une valeur nulle. C'est ce que j'ai mentionné ici. Et donc, on se sert également des coordonnées selon l'axe OY qu'on avait établi précédemment, en remplaçant donc PY par moins P cosinus bêta, c'est ce que j'ai fait ici, en remplaçant Rny par Rn qu'on a modifié ici, et donc c'est bien ce que j'ai mentionné ici, plus 0 pour l'ordonnée du vecteur Rt, ce qui donne 0 et ce qui permet d'isoler Rn comme étant égal à P fois cosinus bêta, c'est-à-dire mg fois cosinus bêta. On a donc bien les expressions de Rt et de Rn en fonction de m, de g et de bêta, comme le demandait l'énoncé. Ce qu'on vous demande dans la question 2, c'est quelle est la valeur maximale que peut prendre l'angle bêta ici, et qu'on notera bêta max, pour que le solide, avant que le solide ne glisse. Parce qu'évidemment, on imagine bien que si le plan incliné, on l'incline de plus en plus et que l'angle bêta augmente, à un moment donné, le solide va se mettre à dévaler la pente. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le moment où je dirais la situation où le solide dévale la pente, c'est le dernier instant où il est encore immobile et où donc il est encore au contact du plan incliné sans glisser dessus. C'est cet angle bêta qui nous intéresse quand on est vraiment à la limite de glisser, mais qu'on ne glisse pas encore. Donc, qu'est-ce que ça implique, hein, si on est encore immobile, mais que le système donc ne glisse pas encore et qu'on a le plus grand angle bêta à ce moment-là, c'est que dans les lois de Coulomb, on va utiliser laquelle? Celle où les deux solides ne glissent pas ou celle où les solides glissent. Si on est à la limite de l'immobilité
où c'est presque le moment où ça va se mettre à glisser, bah, ça ne glisse toujours pas. Donc on va se placer dans cette situation où la réaction tangentielle est plus petite ou égale au coefficient de frottement statique fois la norme de la réaction normale. Et comme on est vraiment à la limite de la mise en mouvement, ça veut dire que RT aura atteint la plus grande valeur possible dans ce cas-là, c'est-à-dire Fs fois Rn. Ce Fs fois Rn, c'est la plus grande valeur que peut prendre RT avant que le solide ne glisse. Et c'est bien cette situation qu'on cherche. Donc, c'est ce que je vous ai mentionné dans la rédaction du paragraphe petit 2. À la limite de la mise en mouvement du bloc de pierre, on est encore immobile, et donc c'est la loi de Coulomb avec le frottement statique RT plus petit ou égal à Fs fois Rn qu'il faut prendre en compte, mais en supposant que on est vraiment à la limite, et donc que le RT a atteint la plus grande valeur possible, donc c'est-à-dire Fs fois Rn. Et dans ce cas-là, bêta égale bêta max. Qu'est-ce que ça implique si on impose que RT, que la réaction tangentielle, est égal à Fs fois Rn? Eh bien, je vais remplacer dans l'expression 1 RT par Fs fois Rn. La relation 1 devient donc Fs fois Rn égale mg fois sinus bêta. C'est ce que j'ai mentionné ici. La relation 2 qui était ici, elle, est complètement restée inchangée. Et le but est de trouver bêta max. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de Rn. Alors, on n'a pas spécialement besoin de la connaître. Euh, on pourrait, oui, comme je vous dis, on n'a pas besoin de la connaître en réalité. Pourquoi? En fait, on a deux équations ici et deux inconnus. Bêta max est une inconnue, Rn est une inconnue. Donc il suffit d'exprimer le Rn à partir de l'une des deux et de l'injecter dans l'autre. C'est une première méthode. Mais comme on a ici des expressions qui sont relativement proches, on a déjà vu une technique similaire dans le cours, c'est de diviser la première relation par la deuxième relation. Et vous voyez que si je divise la première relation par la deuxième relation, à gauche, qu'est-ce qu'il va rester? Fs fois Rn sur Rn. Et à droite, il va y avoir mg sinus bêta max sur mg cosinus bêta max. Ce qui fait que là, ici, les Rn vont disparaître. Il reste juste Fs, le coefficient de froissement statique. Et à droite, il reste sinus bêta sur cosinus bêta, ce qui fait un tangente bêta. Ce qui fait que si je veux connaître bêta, je passe à l'arc tangente et bêta max sera égal à arc tangente du coefficient de frottement statique. Et on vous disait dans l'énoncé que le coefficient de frottement statique, exercice numéro 4, et le coefficient de frottement dynamique, de toute manière, étaient tous les deux égaux à 0,40. Donc on va prendre pour le coefficient de frottement statique une valeur de 0,40 et on fait l'application numérique. Donc si votre calculatrice est en mode degré, elle vous indiquera donc un angle bêta égal à arctangente de 0,40 qui vaut 22 degrés.